Bonsoir. En décembre 2010, un homme m'a abordé à Montréal en me disant qu'un jeune, dans son pays d'origine, la Tunisie, venait de s'immoler par le feu et que le drame allait provoquer la chute de la dictature tunisienne. J'étais persuadé qu'il prenait ses rêves pour la réalité. Moins d'un mois plus tard, le président Ben Ali, au pouvoir depuis 23 ans, fuyait la Tunisie comme un voleur sous la pression de la rue. On est des jeunes bien cultivés, on est des artistes. C'était le début du printemps arabe, une révolution menée au début surtout par les jeunes, mais qui s'est étendue à toute la population de la région. Je suis heureux et fier d'être égyptien aujourd'hui. Pendant 2 ans, des équipes d'une heure sur Terre ont couvert les bouleversements dans le monde arabe, souvent à leur risque et péril. Aujourd'hui, nous avons décidé de revenir sur place pour constater les résultats de cette révolution qui avait suscité tellement d'espoir. Première destination, Sidi Bouzid, une petite ville pauvre de l'arrière-pays tunisien où tout a commencé. C'est ici, en plein centre de la ville, que le 17 décembre 2010, le jeune vendeur de légumes, Mohamed Bouazizi, a mis fin à ses jours. Son suicide a déclenché un mouvement de masse dont les répercussions ont été perçues à la grandeur de la planète. La révolution a des raisons. Il n'y a aucun changement. Aujourd'hui, Radouane Hamdi a le même âge que Bouazizi à l'époque et il est aussi désemparé. Après 7 ans d'études universitaires et un diplôme en génie électrique, il ne trouve pas d'emploi. Les riches sont devenus plus riches et les pauvres, ils restent comme ils. Il n'y a ni usine, ni infrastructure, ni une politique qui peut changer. Il n'y a rien. Il y aurait plus de 8000 diplômés sans emploi dans cette région de la Tunisie où le chômage chez les jeunes frôle les 50%. Et la révolution, malgré les espoirs qu'elle a suscités, n'a fait qu'envenimer les choses avec l'instabilité et la violence qu'elle a engendrée. Mohamed Bouazizi, il était désespéré, il avait raison d'être désespéré. Oui, ça a tout à fait raison. Ouais. De faire rien, de se brûler. Ouais. Mais il a tout à fait raison. C'est de la misère. C'est de la misère qu'elle a... Et la misère n'a pas changé. La misère n'a pas changé. Radouane insiste pour nous emmener, avec d'autres jeunes chômeurs, visiter les quartiers dévastés où ils passent leur journée. C'est une situation très grave. Le gouvernement n'a rien fait. Ils ont tous dans la vingtaine et ils nous montrent, comme dans un cri du cœur, l'alcool de pharmacie, les pots de colle et les comprimés qu'ils utilisent pour fuir leur malheur. C'est de l'alcool. Un dinar, je bois. Il y a 2 ans, Mohamed Bouazizi avait manifesté son désespoir en se suicidant. Eux le font aujourd'hui d'une autre façon, à petit feu. Des jeunes qui avaient pourtant été les fers de lance de la révolution et qui n'arrivent plus aujourd'hui à se motiver. C'est eux qui ont justement été à l'avant. C'est ces gars-là pauvres, soit des régions ou des banlieues pauvres de Tunis. Et finalement, maintenant, toute la mouvance politique les dénigre un peu. Avec l'aide de l'ONU, la chanteuse Neyssatou a enregistré en 2011 une magnifique chanson qui a fait le tour du monde. Anti Essout incitait les jeunes à prendre la parole en allant voter massivement. La démocratie, disait-on, leur permettrait de réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, l'artiste déchante. Il y a une rage, voilà. Et ce qui est, je crois, déprimant, c'est que les dernières manifestations ont fait passer pas mal de cette jeunesse-là pour la racaille. Mon frère, il est dans ce cas-là. Donc, c'est un combat dur. Déjà, pour te réveiller tôt, avoir une vraie journée, c'est dur quand tu n'as rien à faire. La révolution, ça a changé quoi dans la vie des gens? Comment ça va l'économie? Maintenant, hier bien, hier. C'est la vérité.
En fait, la situation des jeunes, c'est le reflet du marasme qui affecte aujourd'hui toute la Tunisie. Depuis la Révolution, l'économie s'enlise. Les Tunisiens arrivent à peine à joindre les deux bouts. Et le gouvernement, dominé par les islamistes du parti Ennahda, embourbé dans des intrigues politiques, ne peut qu'en appeler à la patience. Sur des points bien déterminés, il faut espérer avoir des résultats rapides. Mais la situation économique prendra un peu de temps. Je crois qu'il faut attendre le prochain gouvernement pour un mandat normal de 4 ou 5 ans. On ne s'autoproclame pas gestionnaire ou ministre du jour au lendemain. Slim Chaker a été brièvement ministre de la Jeunesse durant les gouvernements de transition qui ont suivi le départ de Ben Ali. Puis, il a été écarté par les religieux. Il dénonce l'incompétence des nouveaux dirigeants qui n'ont jamais géré un gouvernement. En pleine crise économique, en pleine crise sociale, en pleine crise politique, en pleine révolution, avec des jeunes qui ont dit « stop ». Assez, on veut du travail, on veut de la liberté, on veut de la dignité, on veut de la justice sociale. Est-ce que vous allez leur dire? Quelle est votre expérience? C'est ça aujourd'hui le problème de la Tunisie. Le danger maintenant, c'est que les jeunes désespérés aient recours à la violence, comme ils l'ont fait à Regueb, une autre petite ville de l'arrière-pays tunisien où nous nous rendons. Ici, les affrontements avec la police de Ben Ali ont duré des jours au début de la Révolution, faisant 5 victimes parmi les manifestants. Les gens sont sortis d'abord pour parler de leur chômage, de leur misère, de leur pauvreté. Et lorsqu'on a vu que la police vous empêche de vous exprimer, même de parler de votre misère, alors on s'est défendu. Aujourd'hui, les leaders de la communauté locale craignent de ne plus pouvoir contenir la colère des jeunes. Il y a des désespérés, sincèrement. On a peur pour ces jeunes-là, mais on ne doit pas lâcher les mains. Nous, les Tunisiens, on était menés en bateau, c'est-à-dire on nous a trompés. Mais la seule chose qu'on a arrachée de ce que dit cette révolution, c'est la liberté de l'expression. On peut parler, on peut dire n'importe quoi à la télévision, à la radio, à la presse écrite. C'était aussi quelque part une manière de tester le système. Olfa Riahi, elle, a frappé les limites de cette liberté d'expression. Journaliste blogueuse, elle avait appuyé un des partis de la coalition dirigée par les islamistes aux dernières élections, parce qu'elle croyait important de leur donner une chance de gouverner. Ils nous ont promis que c'était différent, qu'il va y avoir plus de transparence. Ce sont quand même des islamistes, donc leur pensée, leur idéologie est basée sur une religion qui est une très très belle religion. Mais quand elle a rendu public un scandale impliquant un ministre qui était aussi le gendre du chef de Ennahda, le parti islamiste qui domine le pays, les choses se sont gâtées. 4 jours après, le ministre a porté plainte contre moi, avec 7 chefs d'accusation, je pense, qui allaient de semer la zizanie jusqu'à atteinte à l'ordre public, de très très gros trucs, et j'ai été interdite de quitter le territoire. Lors de notre passage en Tunisie, Olfa a été attaquée à la télévision en pleine heure de grande écoute par ce député islamiste qui l'accusait d'être un agent d'Israël. Aujourd'hui, elle doit se cacher pour se protéger des fanatiques religieux. Aujourd'hui, on vit dans une société où si tu es avec le gouvernement et donc avec les islamistes, c'est que tu es avec l'islam. Et si tu es contre ce gouvernement, c'est que tu es contre l'islam. Et ça, c'est très, très dangereux, je pense, très dangereux. En février dernier, des dizaines de milliers de Tunisiens sont retournés dans la rue, comme il y a 2 ans. Mais cette fois, pour protester contre l'assassinat du leader de l'opposition Chokri Belaïd et pour dénoncer l'intolérance religieuse. Pendant que la Tunisie s'enlise dans les déchirements politiques, l'avenir de ces jeunes qui avaient inspiré tout le monde arabe est encore une fois repoussé dans l'oubli.